batata bamama bilenge bana tolanda biso nyonso la fois magazine tokozala dessus te Nini wana la fois magazine Nini wana La fois magazine. la fois magazine Ebandi La fois magazine, 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 biso na bino pene pene, pene pene. La fois magazine, 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 biso na bino pene pene, pene pene. Information assurée, qualité image kolobate, la meilleure promotion pour tous vos événements. La fois magazine, la fois magazine, la fois magazine, la fois magazine. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans ce énième numéro de l'émission Conscience. Conscience, c'est cette émission qui se veut être ce cadre qui est là, bien sûr, en train de réfléchir sur des questions accablantes de la République démocratique du Congo, encore de la société. Aujourd'hui, nous avons un thème en toile de fond. Il s'agit bien sûr du rôle des publications scientifiques en République démocratique du Congo. On le voit de temps en temps, il y a des publications scientifiques, on a des travaux tutorés, on a des mémoires, on a des thèses et tout, mais tous ces travaux servent à quoi dans la société? C'est bien sûr à cette problématique que nous allons devoir répondre avec notre invité du jour qui n'est rien d'autre que Monsieur Salem Ilenda. C'est un enseignant qualifié, je vous dis. Je sais le pourquoi d'ailleurs de cette affirmation. Il est là avec nous. Lui, il est enseignant d'anglais, bien sûr, à l'ISP Gombe, mais également il donne le même cours chez Kali. Il est là, c'est vraiment avec un grand honneur que nous recevons ce grand monsieur qui est sur notre plateau. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, Monsieur Boris Manitoukolo. Je suis très content de vous retrouver pour la énième fois dans le cadre de notre émission. Ouais, merci beaucoup. C'est un plaisir parce que je sais que ça sera d'une manière répétitive que nous passerons à cette auguste émission afin de sortir la science, alors les peu que nous avons contribué pour l'avancement de notre pays. Mais déjà, j'aime bien lorsque vous parlez de la science. Ouais. Nous sommes en RDC, précisément à Kinshasa. Nous savons comment est-ce que les gens vous taquinent. Vous qui êtes scientifique, bien sûr, on dit que je les connais. C'est vous qui avez tué ce pays. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que scientifique lorsque les autres vous indexent en disant que c'est vous qui avez tué ce pays? Ouais, c'est un regret, c'est un sentiment de regret parce que les élites dans un pays sont là pour trouver les solutions aux problèmes qui gangrènent la société. Alors, chaque société a ses élites qui sont là pour travailler enfin de gérer la question ou l'État. Alors, le problème, c'est que, vous savez, dans chaque boîte, on trouve les médiocres, on trouve aussi les personnes qui sont capables ou les personnes qui sont honnêtes scientifiquement. Mais c'est un refrain que nous vivons dans notre pays parce que l'intellectualisme c'est un mot différent d'être intelligent. On peut être intelligent, mais on n'est pas intellectuel. Alors, quand on dit les gens qui ont étudié, oui, on a beaucoup d'intelligents, mais on n'a pas beaucoup d'intellectuels. Donc, il faut qu'il y ait une mise au point là-dessus, parce que nous sommes parmi ceux-là qu'on appelle intellectuels. Intellectuel, et c'est lui, même lorsqu'il s'agit de la vie pratique, il concilie la théorie à la pratique. Donc, il n'est pas intelligent parce qu'il dit, mais quand il fait, on dit non. Ça, c'est un intellectuel. Oui, c'est une question qui nous choque et ça laisse couler l'encre du fait qu'il y a beaucoup de personnes patauges dans ce qu'ils ont appris à l'université, à l'école, mais leur manière de faire, l'audience n'a pas tort d'avoir ce qualificatif. Voilà, tout ça c'est bien bon. J'annonçais tantôt notre sujet du jour, mais j'aimerais quand même à ce que nous puissions piocher comme il se doit sur votre domaine. Je vous ai présenté comme enseignant d'anglais. Vous êtes doctorant puisque vous êtes en train de faire votre DA. Mais dites-nous déjà, puisque vous donnez le cours d'anglais, on le voit surtout au niveau des humanités et tout, les enseignants d'anglais sont presque des mal aimés. Et certaines personnes, lorsqu'ils voient des enseignants d'anglais venir, certains étudiants, certains élèves négligent même l'anglais. Par là, nous allons donner cette opportunité à ceux-là qui négligent le cours d'anglais, nos enfants ou encore nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de pouvoir comprendre à quoi s'attendre lorsqu'on apprend l'anglais. Dites-nous un peu, c'est quoi la signification sociale qu'on peut attribuer à ce cours d'anglais? Oui. D'abord, pour grignoter un peu ce que vous présentez, je dirais que s'il y a beaucoup
beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui n'aiment pas les cours d'anglais. Les problèmes, d'abord, moi j'attribue ce aux enseignants. Parce que nous avons des gens qui expliquent l'anglais pour les faciliter la manipulation de la langue de Shakespeare que j'aime appeler. Alors, à mon niveau, je me dis que on doit intéresser les étudiants, on doit intéresser les enfants. Lorsqu'un enseignant donne la paix, donne déjà un sourire et donne déjà la vie dans la salle de classe, l'étudiant s'accroche. Et en s'accrochant, l'étudiant va bien apprendre. Mais on a connu beaucoup de profs d'anglais. En entrant déjà, il parle rapide, il ne se réduit pas au niveau des enfants, il n'a pas d'illustration, non plus le matériel didactique qu'il faut. Et lui-même va au-delà de ce qu'il peut, parce que l'enseignant connaît long comme son bras, il donne peu comme les doigts. Alors quand nous entrons, nous n'entrons pas avec toute la science qu'on a connue, nous entrons avec nous entrons avec le peu que nous connaissons. Et sur ces enseignants en qui dispensent du cours d'anglais, de cette manière-là, sont ceux-là qui détruisent l'envie de la langue. Parce que l'anglais chez nous, c'est une langue étrangère. Elle n'est pas une langue officielle. Une langue étrangère qui est une langue, une bête noire pour les élèves. On doit maintenant chercher des techniques qu'il faut pour les aider. Sur le plan social, déjà je me dis que nous avons beaucoup d'opportunités qui viennent du monde externe, alors du monde extérieur, qui demandent à ce que l'on manipule la langue. Avec ma langue, si je manipule la langue de Shakespeare, je peux embrasser un job. Si j'embrasse ce job-là, je travaille. Je diminue le taux de chômage dans notre pays. Et il y a beaucoup d'anglophones aujourd'hui qui sont mieux, tels que je suis là. Je suis traducteur, je suis interprète. Alors, même si je ne suis pas dans une entreprise de la RDC, je peux traduire un document d'un monsieur d'une manière informelle, on n'a pas un bureau. Il vient chez moi, je traduis, j'aurai de l'argent et je ne veux pas crier, je ne suis pas payé, je vais diminuer les taux de chômage. Donc, la langue anglaise ouvre la porte pour beaucoup de personnes qui l'apprennent, enfin de survivre, afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, en un mot, c'est ce que je peux dire. C'est à ce titre. Voilà, ça c'est tellement bien expliqué, mais il y a une réalité, je ne sais pas, triste ou encore heureuse, que nous vivons ici en RDC. On voit tous parents ou encore même les élèves, dès qu'ils décrochent leur diplôme d'État, tout le monde court vers les universités. Il y a vraiment cet afflux. Par là, j'aimerais que vous puissiez nous faire comprendre, puisque vous êtes enseignant, qualifié, j'aime bien insister sur ça. Puisque les universités pilulent comme pas possible, il y a ce foisonnement. Faites-nous un peu comprendre, c'est quoi le rôle social qu'on peut attribuer à une université? Oui. Déjà, monsieur Bruce, je vous dirais qu'il faut faire attention quand on pose la question de cette manière. Je vous dis que l'université, c'est le berceau de l'humanité pour un pays. Comme on traite l'Afrique, le berceau de l'humanité, du fait qu'on a trouvé l'once des pays anciens en Tanzanie à Georges Deldoé. Alors, de la même manière aussi, l'université ressort tout le monde. Les présidents, normalement, un pays qui se respecte, un président ressort de l'université. Les députés, les sénateurs, les économistes, ok? À l'Uvanium, on a besoin de grands juristes. On sait qu'à l'Uvanium et tant d'autres, UPC, UPN, ainsi de suite. Alors, l'université, c'est dirais-je, l'océan, c'est l'océan Pacifique pour un État. Alors, sur le plan social, ça attribue, ça forme toute couche pour l'État. Et la question de l'État, on a besoin de l'économie, on a besoin du droit, on a besoin de l'enseignement. On a bien que c'est déjà un domaine d'enseignement qui fournit encore les enseignants. On a besoin de techniciens, la raison pour laquelle tout pays doit avoir l'université, enfin, de créer. On est dans un monde univers, dans l'univers. Donc, on forme les personnes qui puissent former les autres. On forme les chercheurs, surtout là-dessus, parce que c'est déjà la quintessence ou le backbone, la colonne vertébrale de notre entretien. Les chercheurs, parce que avec la recherche, déjà, un État peut se développer. L'université, c'est un monde de la recherche. Ok, l'université, c'est ce monde qu'on appelle un monde de recherche, mais on voit aussi, c'est comme si vous qui êtes enseignant, vous qui êtes, je sais pas moi, assistant, chef des travaux,
ou encore docteur, professeur, vous fuyez les auditoires pour aller inonder bien sûr le monde politique. Par là, j'aimerais que vous puissiez aussi nous dire dans ce dossier d'ailleurs, est-ce que lorsque vous regardez l'action politique de ceux-là qui sont censés être dans les auditoires, puisqu'ils se sont déversés dans ce monde de la politique, est-ce que vous êtes fier de l'action politique des enseignants ou encore de ceux-là qui sont censés enseigner dans les auditoires, à voir la façon dont le Congo se trouve aujourd'hui dans son état, bien sûr? Je suis navré, je suis déçu. Pour moi, s'il faut passer une loi, la créer aux enseignants, la politique aux politiciens. Parce que vous verrez un monsieur avec une intelligence de haute facture qui dispense bien son cours, mais à la scène politique, vous dit que ça c'est la politique. Et je ne comprends pas si ce slogan-là veut dire quoi. Ça c'est la politique. Cela veut dire quoi? C'est la politique politicienne. On date de tout. Ici nous sommes à l'auditoire. Non, moi je dirais que c'est un problème sérieux que nous avons dans notre État. Normalement, les politiciens doivent vaquer à leurs affaires. Nous laisser, nous qui ne sommes pas de là, rester avec la crête. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont dans les universités, ce sont les mêmes personnes qui sont des médiocres, mais ce qui serait le terme, par rapport à leur rendement. Donc, si vous faites la critique normale, vous allez voir que ces gens-là ne font pas ce qu'il faut. OK? Dans les différents départements dans lesquels ils se trouvent. Donc, ils n'arrivent pas à concilier la science qu'ils ont et la pratique. Mais je dirais que cela émane de la mauvaise gouvernance des pays africains en général et la RDC en particulier. C'est l'État qui a réduit l'enseignement. Parce qu'il y a un pays dans le monde asiatique, ces pays-là, après Dieu, c'est l'enseignant. Déjà en passant, c'est le Japon. Après Dieu, c'est l'enseignant. Quand on apprend que c'est un enseignant qui est servi dans un supermarché, je vous dis que ce monsieur-là va aller fêter chez lui que j'ai servi un enseignant aujourd'hui pendant que je vendais. Donc c'est un attribut, je me dis, après Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui qui transforme la personne, tel que moi là, maîtriser les B à bas. C'était à l'école primaire. Cette maîtresse-là, ce maître-là, ok, qui s'est tué, qui s'est coupé en 1000 morceaux pour m'apprendre les morphines de. Après la syllabe, après la syllabe, l'étude du mot, la morphologie déjà. Alors nous quittons l'étude du mot, nous allons au syntaxe, l'étude d'une phrase. Comment le mot se classe pour former une phrase, la sémantique. Quel est le message que cette phrase-là donne et la relation avec les autres, qu'est-ce qu'il faut dire, à qui, comment, quelle audience, pragmatique. Donc toutes ces notions-là, c'est l'enseignant qui apprend à l'étudiant ou à l'élève. Donc sur ce sont les gens à qui nous devons beaucoup d'applaudissements. Voilà, là, cette fois-ci, nous allons vraiment plonger au cœur de notre matière du jour. Comme je le disais tantôt, nous sommes là pour réfléchir sur le rôle social des publications scientifiques en République démocratique du Congo. Je profite déjà pour remercier les autorités de Cali qui nous ont accueillis dans cet endroit. Nous sommes dans leurs installations, voulais-je dire. Entre-temps, je salue en même temps l'autorité. Alors, j'ai contacté un ami de l'ESU qui me dit non, il n'y a pas un bureau. J'ai même cherché, j'ai fouillé partout s'il existe un certain bureau où on évalue tous les travaux de la République, parce qu'au niveau de l'ESU, on doit être en mesure de comprendre qu'est-ce qui est passé à Kinshasa, à Bukavu, par-ci, par-là. Mais déjà, pour vous répondre par rapport aux travaux, moi je me dis qu'apparemment c'est pour que les étudiants aient leur diplôme, qu'ils aient leur diplôme, ils défendent, c'est un travail vraiment très pertinent. Parce que moi-même, j'ai écrit sur comment enseigner la langue anglaise, mais en se basant sur le problème de la communauté. Mais c'est parti. Mais monsieur Salem, on le voit. La bibliothèque. Même, je crois, même au niveau de l'introduction générale, on voit toujours il y a intérêt personnel, intérêt social et intérêt scientifique. Mais sur le plan social, on ne fait rien. Vous aviez parlé tout à l'heure des embouteillages et tout. Donc on peut dire que jusque-là, les étudiants n'ont jamais pondu encore produit des réflexions scientifiques soutenues pour élaguer encore, éradiquer les embouteillages. Si ils en ont parlé. Alors, où vont ces travaux? Alors, ces travaux-là, moi, je dirais que si vous venez dans la bibliothèque, vous verrez cela. Alors, on doit qui les consulte alors? Qui consulte ces travaux? Bon, on n'est pas là, on ne peut pas imposer aux gens, venez consulter. Maintenant, le goût de la lecture, les gens doivent lire. Maintenant, les ministres de l'ESU
ou pas la personne, la personne, le chef, mais ces bureaux peuvent aussi passer consulter. La politique a un problème parce que... Là, je constate que vous les parliez, mais c'est à lui de donner l'impulsion. Bon, oui, monsieur Brice, oui, donner l'impulsion. Vous avez des acquaintances avec lui? Non, c'est une dame. Hein, c'est une dame. Non, on n'a pas des acquaintances. Mais je pense qu'elle doit donner le temps. Alors, il n'y a pas une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais maître. Menez une plaidoirie alors. Menez une plaidoirie. Ah bon. Bon, vous savez, dans ces pays, pour arriver à certaines réalités, on doit avoir le temps. Et maintenant, les gens, lorsqu'ils ont le temps, ils pensent à leur poche, ils pensent à leur vie. Mais sinon, il y a beaucoup de dossiers qu'on a déjà essayé, mais ça arrive à kill des sacs. On ne tient pas compte. Okay. Donc, je vous dis que à leur niveau, ils doivent avoir une politique de vérification des travaux parce que nos jeunes étudiants, on ne peut pas dire que tous les étudiants ont fauché. Moi, je suis parmi les meilleurs de mon époque, de mon temps passé. Demandez au chef du département. Vraiment, on parler de l'étudiant Biata de l'époque. On vous dira qu'il fut un grand homme du département de sa promotion. On peut toujours poser la question à Aya Platini Biata. À poser à Aya Platini Biata parce que lui-même aussi, il fut l'un des grands. Lui, il a balisé les chemins. Nous sommes passés par là, mais c'était vraiment terrible. Nous avons travaillé, on a mouillé les maillots, on a laissé savoir que nous y sommes passés. Ça, c'est très bien. Nous continuons toujours sur cette même lancée. Cette fois-ci, nous allons essayer d'aborder ou encore de parler un tout petit peu de cette réforme qui s'est opérée en République démocratique du Congo. On avait l'ancien système, là, nous fonctionnons avec le système LMD. Et d'un coup, on voit directement, à l'époque, bien sûr, un même travail n'avait quand même qu'un récipiendaire. Et depuis un certain temps, avec des travaux tutorés, vous verrez par exemple un même travail qui soit, un même travail qui ait plusieurs récipiendaires, 5, 6, voire 7, je me dis, est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de consacrer de la paresse intellectuelle? Oui, mais c'est plus, le problème c'est que ce n'est pas de la paresse intellectuelle, le système en soi n'est pas mauvais, mais la manière, quel contexte, la couleur, c'est posé dans une vase noire, tout est noir. Mais sinon, le système en question n'est pas un problème. Parce que c'est déjà en 1930, la question là a été abordée, l'arrêté de Bologne. Et après, on va signer en 1999. Les États européens se sont réunis pour avoir un système d'échange. Celui qui a étudié en France peut étudier dans tel pays, donc ils auront un même réflexe. C'était ça le rôle. Le système en soi est en bon terme. Et il y a bac 3, il y a bac 5, il y a bac 8 pour ceux qui font la thèse. Tout ça c'est bien, je constate que vous êtes vraiment un vrai chantre de ce système LMD. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire, c'est quoi l'avantage à ce que 3, 4, 5, voire 7 étudiants puissent présenter un même travail? Pourquoi? C'est ça l'avantage. Vous savez d'abord que lorsqu'il y a une équipe, on est fort. En anglais, on dit two hands are better than one. L'union fait la force. Two hands are better than one. Quand on est à 5 ou à 4, déjà, la collaboration est là. On développe l'esprit d'écoute. On efface la surestimation. Parce que je peux écouter à tel. On voit plusieurs fois les débats, on ne peut pas écouter l'autre. Mais déjà là, on facilite ou on encourage l'esprit d'équipe et différentes réflexions se réunissent pour donner une même idée pour trouver la solution. Mais seulement, lorsqu'il y a des faibles, ils profitent. Maintenant, la question, c'est au niveau des managers, comment orienter cela. Moi, je pense que projet tutoré n'est pas un problème. Mais le problème, c'est à la congolaise, dans plusieurs. Prenons par exemple, il y a des études où on ne veut pas écrire les projets tutorés. Mais un système de l'État, tel coin, on le fait. Tel endroit, ils ne sont pas prêts. Là-bas, on ne l'a pas fait. Madame la ministre n'est pas au courant? Bon, c'est à elle de diligenter l'enquête. Elle sait parce que tel coin, je ne citerai pas, tel coin, on ne fait pas ce projet. Mais pourquoi ne pas citer? Il faut dénoncer. Vous savez, on ne peut pas être là pour parler seulement en mal des autres. C'était des instituts supérieurs, mais ce qui est vrai, on le sait. Vous appelez quelques étudiants de votre domaine. Vous leur demandez chez vous, il y en a. Déjà, indirectement, je dévoile. De votre domaine, ils disent que chez nous, on n'écrit pas ça. Tel coin, on n'écrit pas ça. Mais nous, à l'ISP Gombe, on le fait. Et la manière dont les choses se passent,
En tout cas, ça se passe à mon élite forme. Mais seulement, ça ne manque pas les couacs, vu que c'est antitivant. Mais le dénominateur commun, c'est que, à la manière comme on est, parce que LMD demande à ce que nous avons les matériels qu'il faut. Mais nous avons comme les matériels. Là, en tout cas, on ne peut pas échapper à cela. On a besoin de donner beaucoup de tâches. Ok? Les étudiants aillent ou partent aux bibliothèques. Mais, vous allez voir que les étudiants ne lisent pas. Tout est centralisé chez les enseignants. Mais nous, à notre niveau, nous essayons de faire quelque chose. Si vous comparez LMD en France, ailleurs, vous allez voir que la manière de faire les choses est différente que celle d'ici. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas encore prêt. On n'était pas encore prêt parce que je vous ai dit en 1930, c'était une idée, mais pour être mise en compte en 1999. Mais nous, dès lors qu'on écoute, dès lors qu'on vit, on commence avec ça. Il n'y a pas l'aperçu général en amont. L'étude est comment arriver à réaliser cela. Donc, on fait les choses à la va-vite. Mais ce qui est vrai, moi, je soutiens les projets tutoriels parce qu'on se base sur les projets. Et les étudiants sont en mesure de créer un projet eux-mêmes, d'aller présenter. Mais si on prend ces projets et on vient sur le terrain, on les propose. C'est là où maintenant ça sera mieux. Au lieu que ça reste derrière entre les quatre murs. Vraiment, ça c'est super. Mais j'ai eu à prendre quelque chose, à soutirer quelque chose de votre argumentaire lorsque vous confirmez que les étudiants n'aiment pas lire. Donc vous nous dites indirectement que on n'a pas à faire confiance aux produits de nos universités. Non, ce n'est pas la question. Je vous dis que quand nous parlons, ils n'aiment pas lire, c'est la majorité. Là, en tout cas, même chez vous à la maison, même chez moi à la maison, vous voyez que les gens sont basés sur TikTok. Mais il y a des ceux qui lisent. D'une manière générale, les problèmes se posent à quel niveau? Tout le monde veut être universitaire. C'est ça un problème. On ne peut pas être universitaire. Tout le monde ne peut pas être universitaire. L'université est faite pour les élites. On trouve ça sur une tête galère. On doit avoir beaucoup de centres de formation où les gens doivent aller apprendre la pratique directement. Mais l'université maintenant reçoit aujourd'hui même les gens qui ont commencé à corrompre depuis l'école garanienne. Même pas corrompre, mais ils passent. Moi, j'ai été le cas. Je me suis dit que dans cet enfant ici, l'école normale, c'est compliqué. Avec beaucoup d'analyses psychanalytiques, ou dans la psychanalyse, j'ai vu qu'elle doit être orientée. Je l'ai aidé à être utile à la société, apprendre à bien parler le français, écrire, mais je l'ai orientée vers le métier. Elle peut bien coudre, elle parle bien le français, elle peut communiquer. Maintenant, si cette demoiselle-là crée un atelier ou crée un endroit où elle confesse, elle est déjà utile. Au lieu de l'amener à l'université ou à l'ISAM, là-bas, c'est le modélisme, mais là-bas, il y a beaucoup de choses, c'est de la science. La personne va passer, et enfin, à Longuinae, mais il n'y a rien de grave. Donc, c'est ça le problème. On a vraiment aimé votre argumentaire. On sent vraiment que vous êtes très assis dans le domaine scientifique. Seulement, puisque nous sommes là en train de discuter, on a bien parlé des publications scientifiques, mais on ne peut pas vous laisser partir sans que nous puissions quand même savoir à quoi est-ce que vous pensez ces derniers temps, parce qu'on sait quand même avec vous, il y a toujours des projets qui pilulent à tout moment. Est-ce que très prochainement, puisqu'il y a des gens qui sont en train de le demander, vous êtes là chez Cali, je ne demande pas de tourner le dos à Cali, mais dites-nous un peu, est-ce qu'il n'y a pas un projet d'un grand centre que vous-même êtes en train de concevoir? Ouais, bon, je vous dis que M. Salem, c'est un ambitieux, mais seulement lorsque la grossesse est encore au niveau du fœtus. En tout cas, on peut se réserver. Mais sinon, M. Salem a des projets et dans peu de temps, vous serez, vous allez faire face à tous ces projets. En tout cas, tout cela va arriver bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Salem. On a vraiment fini, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, seulement, il faut passer les salutations, je ne sais pas, bien sûr, à mon héros, Platini Biata, Mr. Platini, à ma ravissante épouse Ritz Botefa et à mes trois garçons. Là, vous souriez lorsque vous citez madame. Ma ravissante, ouais, parce que c'est elle qui me rend beau, c'est elle qui prend soin de moi. Ah, je confirme. Ouais, et mes parents, Baudin Biata et Méré Iloua. Et mes trois garçons, Clever, Wonder, Happiness. Ce sont mes trois enfants. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Salem. C'était un grand plaisir de vous servir, amis téléspectateurs, dans le cadre de cette émission Conscience qui recevait pour vous le teacher Salem, Monsieur Salem Bihata, qui était avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous avons plutôt parlé
du rôle social des publications scientifiques en République démocratique du Congo. Je serais vraiment ingrat si je bouclais cette émission sans pour autant remercier notre héros dans l'ombre qui n'est rien d'autre que mon ami Sage Toto Poincaré qui est là. Lui, c'est l'homme numérique. Merci à toi, frérot. Je sais que nous continuerons toujours à faire ce travail avec vous et nous pensons aussi à monsieur le DG, Gaston Lola, Zembela. Merci pour tout. Et là, nous bouclons la boucle, bien sûr, par rapport à ce numéro d'aujourd'hui et nous allons vous retrouver très prochainement dans le cadre de cette même émission, mais avec un prochain invité et autour d'un prochain sujet. Merci beaucoup. Portez-vous bien chez vous. Batata ba mama bilenge bana tolanda biso nyonso la fois magazine tokozala dessus te Nini wana la fin magazine. Nini wana La fin magazine. la fin magazine. La fois magazine, 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 biso na bino pene pene, pene pene. La fois magazine, 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 biso na bino pene pene, pene pene. Information assurée, qualité image kolobate, la meilleure promotion.